Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias. Vous recevez ce matin Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Il y a un mot qui revient sans cesse à propos des premières décisions de Donald Trump. Ce mot, c'est dangereux. Il a été employé par François Fillon, par Jean-Marc Ayrault, par nombre de dirigeants européens. Question très simple, faut-il avoir peur de Donald Trump ? Ça dépend largement de la réaction des autres, en fait. Et je crois que le moment est venu, concernant Trump, de dépasser la sidération, l'indignation, qui peuvent se justifier par des tas de raisons morales ou de principes ou autres, pour se demander qu'est-ce qu'on fait face à ce phénomène. Vous voyez ? Mais il faut... Donc il sera peut-être dangereux. Je pense qu'il est beaucoup plus perturbant et choquant que dangereux, en réalité. D'abord, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il avait dit avant, ni même ce qu'il fait maintenant, même s'il est en train de donner des gages à son électorat, qui est très content des premières mesures. En tout cas, pour le moment, il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Voilà. Mais il y a des tas d'autres domaines dans lesquels ça va être plus compliqué par rapport avec les relations avec la Russie, avec Poutine, l'escalade commerciale. Enfin, il y a plein de sujets. Ça, on va y venir. Mais quand on voit l'ancien président américain maintenant, Barack Obama, qui à peine 10 jours après avoir quitté la Maison-Blanche, sort de sa réserve, parle de discrimination en raison de croyances, de religion. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Est-ce que c'est une forme d'exploitation politique, parce qu'après tout on en fait aux États-Unis comme partout ailleurs, ou est-ce qu'il y a une réelle menace sur le fonctionnement de la démocratie américaine aujourd'hui ? Non, il y avait dans Le Monde d'hier, il y a une interview d'un grand professeur de droit américain qui est absolument anti-Trump, qui disait c'est immoral mais c'est pas illégal. C'est pas illégal, ça porte pas atteinte au fonctionnement de la démocratie. Trump a été élu, il faut que les gens admettent l'idée qu'il a été élu, même si ça paraît été impensable pendant longtemps et extrêmement choquant. Donc il faut sortir d'une phase dans laquelle il y a une sorte de figurine Trump ou de petite poupée qu'on perce de fléchettes tous les matins en disant qu'on va faire disparaître l'abomination qu'est Trump. Non, il est président. Il va sans doute, par son comportement, son style, ses décisions, créer une sorte de pétaudière aux États-Unis. En plus, il a la guérilla d'une grande partie de la société américaine contre lui. Obama a eu la guérilla des élus républicains contre lui au Congrès, qui l'ont quand même paralysé sur beaucoup de choses. Mais Trump, c'est plus compliqué. Vous voyez, il y a une partie de la société, une partie de le soutien. La tension au sein des États-Unis, à mon avis, n'a jamais été aussi grande depuis la guerre du Vietnam. Donc ça va peut-être s'enliser, c'est très compliqué, mais on aurait tort, nous, les autres, et nous, les Européens, de dire de toute façon il va être paralysé, donc c'est pas trop grave. L'urgence, c'est plutôt qu'est-ce que l'on doit faire face à cette situation. Et pas simplement se demander s'il est dangereux ou pas en soi. Donc il faut savoir dépasser l'émotion et faire de la diplomatie, mais est-ce que les décrets qui suscitent autant d'émotions de la société dont vous parlez, les décrets sur les restrictions d'immigration, sur construire un mur à la frontière du Mexique, est-ce qu'ils n'ont qu'une portée symbolique finalement, et ce sont des décisions politiques parce qu'il veut satisfaire aussi une partie de son électorat, ou est-ce qu'il change en profondeur la réalité de ce qu'est la politique américaine aujourd'hui ? Il change énormément la politique américaine et l'image de la politique et la perception de la politique américaine dans une grande partie du monde, mais les États-Unis ont absolument le droit de modifier leur politique migratoire. En plus, il s'agit d'une suspension momentanée pendant 4 mois, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui va la reconduire ? On n'est même pas sûr. La liste est en plus incohérente, même en termes de risque terroriste, parce qu'il y a plusieurs pays dont sont venus des terroristes de façon avérée qui ne sont même pas sur la liste. Donc, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui, eux, peuvent circuler librement. En plus, c'est un peu n'importe quoi. Mais en réalité, nous, en tant qu'Européens, à mon avis, il est plus urgent pour nous de nous positionner sur qu'est-ce que serait une politique plus réaliste par rapport à la Russie. Deuxièmement, comment on fait survivre les accords climat, les accords de Paris, qui sont fondamentaux, même si Trump décidait de s'en retirer ou de les torpiller. Comment on applique l'accord Iran en dépit de l'éventuel sabotage, c'est pas sûr. Et comment on redéfinit, nous, Européens, une politique commerciale mondiale qui soit ni celle de Trump, ni peut-être celle des Chinois. Ça, c'est encore plus urgent pour nous que l'affaire, par exemple, du mur entre les États-Unis et le Mexique. Alors, on va discuter justement d'ailleurs de ce que ça implique comme relation avec la Russie, mais simplement pour bien comprendre un point. On dit tout le temps, ça c'est dans le langage courant, que mais les États-Unis c'est une société où les contre-pouvoirs sont tels que personne ne peut faire ce qu'il veut. On voit, on va pas rentrer dans le débat trop politique et technique, mais qu'il y a un nouveau juge à la Cour suprême qui est en passe d'être nommé, qui est un juge conservateur, donc ça veut dire que Trump aura la majorité qui soutient en tout cas à la Cour suprême, à la Chambre des représentants, au Sénat. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des contre-pouvoirs aux États-Unis ou est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut ? Non, il ne peut pas faire tout à fait ce qu'il veut.
le juge en question, donc, il fait rebasculer la Cour suprême du côté conservateur, mais ça, c'est la bataille interne, par exemple, sur la question de l'avortement. C'est une question très importante symboliquement, mais ça n'a pas de conséquences directes sur la conception que les Européens se font d'un rapport pluraliste avec la Russie. Vous voyez, donc, il a le Congrès avec lui, mais en même temps, le Congrès républicain est rempli de gens que Trump a écrabouillés et humiliés dans sa campagne en les écartant, tous ses rivaux, qui, à mon avis, l'attendent au tournant. Donc, ils sont d'accord en partie, parce que la population est d'accord en partie, mais dans ce que fait Trump, il y a des mesures qui vont enthousiasmer sa base, et d'autres qui sont tellement incohérentes et contre-productives que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, ça va se retourner. Et comme tout ça va mal fonctionner, il va être obligé de faire des changements, de corriger des choses à coups de tweets, et puis il va modifier, il va changer des ministres. Mais on ne peut pas attendre non plus, vous voyez. Mais il va pas, c'est pas quelqu'un qui arrive, il y a une sorte de cockpit, il peut appuyer sur tous les boutons, il va faire exactement ce qu'il voulait, ce qu'il a dit. Il a déjà changé sur plusieurs points, vous voyez. Mais en tout cas, on l'a compris, on l'entend. Il faut jouer de ça, il faudrait accélérer cette évolution plus positive par une expression européenne plus forte, qui a commencé, je vois que François Hollande et Madame Merkel, que nous entendions via Canteloup tout à l'heure, mais je parle de la vraie là. Mais finalement, donc, ouais, l'Amérique de Trump était peut-être une occasion pour l'Europe de se ressouder. Mais justement, on va quitter le continent américain. Peut-être. Et pour même si d'ailleurs c'est une conséquence de l'élection de Trump, puisqu'il raffermira ses relations avec la Russie de Poutine, qui avait été gelée du temps d'Obama. Est-ce que c'est à l'Europe de prendre les devants et de dire finalement arrêtons de considérer Poutine comme un diable, puisqu'il va y avoir un axe États-Unis-Russie, autant nous aussi nouer un vrai dialogue avec la Russie, puisque c'est peut-être aussi la seule solution pour avoir une chance d'obtenir la paix en Syrie. Même si on ne sait pas jusqu'où va aller la relation Trump-Poutine, et à mon avis ça ne sera pas une vraie amitié, ça ne sera pas une vraie alliance, mais il aura une approche plus réaliste. Bon, on ne sait pas jusqu'où, mais quand même. Nous aurions intérêt, nous, Européens, sans attendre ça, une sorte de rencontre dans une datcha, on ne sait pas quand, à dire voilà nos positions, nous, Européens. On est prêt à avoir des relations plurialistes avec Poutine, mais ça supposerait qu'on soit prêt à reconnaître qu'on a échoué en Syrie, quoi, en gros, et qu'en Ukraine, où le conflit est gelé, on n'a plus tellement les leviers. Donc il faudrait bouger un peu les positions européennes sur certains points. Mais ça veut dire par exemple accepter de renoncer aux sanctions qui pèsent sur la Russie suite à sa politique ukrainienne, c'est-à-dire prêt éventuellement à quelques compromis pour pouvoir avancer avec la Russie ? À condition d'obtenir quelque chose. On ne va pas renoncer sans contrepartie. Moi, j'ai toujours été un peu sceptique sur les politiques de sanctions qui sont reproduites mécaniquement sans qu'on en mesure bien l'impact réel. Mais il n'empêche que si on veut avoir une négociation avec Poutine, il faut être prêt à modifier ou à lâcher des choses, mais il faut que Poutine donne des engagements. Par exemple, qu'il arrête de harceler avec son armée le système otanien qui est en face, avec des vols d'avions qui vont vraiment frôler les avions de l'OTAN. C'est un exemple. Il faut qu'il donne des gages par rapport à ce que serait une Ukraine neutre dans l'avenir. Mais il faut vraiment qu'il arrive à lui-même neutraliser ces partis. Bon, mais, je ne vais pas entrer dans le détail. Non, pour que ça reste... Mon idée principale, c'est qu'il faudrait qu'on l'exprime très clair avant que Trump et Poutine se soient mis d'accord sans tenir compte de nos positions. Et la Russie, puisque c'est notre intérêt dans ce cas-là d'accélérer ce processus, la Russie est-elle la seule clé possible pour obtenir la paix en Syrie ? De toute façon, en Syrie, les Occidentaux sont hors jeu. On avait des positions honorables fondées sur des principes, et maintenant on ne compte plus, on n'a plus de levier. Donc on peut espérer, soit on espère que Poutine lui-même va faire une sorte de paix à la russe, ou au contraire on veut se venger en disant que Poutine lui-même va s'enliser dans ces affaires qui sont ingérables, mais même si pour Poutine ça ne marche pas, ça ne nous remet pas dans le jeu. Donc c'est pas tellement l'affaire de la paix en Syrie, ça nous échappe largement cette problématique. On a des décisions à prendre sur notre participation à l'action. Oui, mais on cherche toujours à l'obtenir avec ces propos qui reviennent sans cesse, est-ce qu'il faut ou non discuter avec Bachar el-Assad, etc. Enfin ça alimente d'ailleurs tous les propos de campagne. Ça a toujours été une fausse question, puisque même dans une approche réaliste, c'est fondamental de parler avec la Russie, c'est utile de parler aux Iraniens, surtout depuis qu'Obama a obtenu l'accord du 14 juillet 2015, mais ça n'a jamais eu d'intérêt de parler avec Assad, qui est une marionnette qui joue d'ailleurs de ça, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est choquant pour 1000 raisons, parce que c'est un régime de boucher, mais ça n'a pas d'intérêt, même en termes réalistes. Donc je passe plutôt, moi, par le détour Poutine, et c'est là où je penserais bien que les Européens le fassent avant que Trump nous ait mis devant le fait accompli, une espèce de deal dont on ne connaît pas le contenu. Et puis il y a d'autres exemples dans le monde, dans les intentions de Trump, où c'est la même chose. Il faudrait qu'on s'exprime sans attendre. Hubert Védrine, je sais que vous ne commentez jamais la politique intérieure, néanmoins je voudrais faire appel à votre expérience d'homme d'État. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de l'Élysée auprès de François Mitterrand entre 1991 et 1995. François Fillon a employé un mot très fort.
hier. Il a parlé de coup d'État institutionnel venu de la gauche pour qualifier les révélations qui sont faites à son sujet. Est-ce qu'aujourd'hui on vit une crise institutionnelle ? Non, on n'en est pas là. On est dans une situation qui est tout à fait étrange et qui est sans précédent sous la Ve République. Si on regarde la situation interne de la gauche, avec le mécontentement d'une partie de la gauche par rapport au candidat qui est issu des primaires, avec en fait très peu de participants, bon, c'est comme ça. Et puis il faut réfléchir aussi sur l'impact des primaires sur le fonctionnement des partis et puis de la démocratie. C'est globalement, finalement, pas forcément un progrès. Et la situation simultanée de la droite. Donc on n'a jamais eu ça. Mais qu'est-ce qui peut en sortir ? Il y aura forcément quelqu'un d'élu finalement. Et j'espère que la personne élue aura une approche réaliste du monde. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui échappe à cette crise des partis ? Crise à droite, crise à gauche ? Il y aura quelqu'un, on verra s'il y a une majorité solide. Mais en tout cas, il faut que les personnes qui en sortent aient une approche réaliste des intérêts de la France dans le monde troublé dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup Hubert Védrine d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain, invité exceptionnel pour vous, puisque c'est Martin Scorsese, Fabien Amias, qui sera votre invité à 8h15 sur Absolument, Europe 1. et on aura l'occasion de parler de ce qui se passe aux États-Unis avec lui. Merci et à demain.